Même chose pour l'état d'assistance, donc l'état appelé de bien-être, qui est un ensemble de dépenses de consommation. Hein, il n'y a rien de productif ici. La justification est toujours, ben voilà, on va procurer des services qui autrement ne seraient pas produits sur le marché, et en particulier, on va aider les gens qui ne peuvent pas céder. Ce sont des arguments, en fin de compte, faibles, parce que d'un côté, on ne devrait pas. Alors, ça ne peut pas être la mission de l'État de tout faire ce que le marché ne fait pas. Hein, c'est un autre dicton célèbre de Keynes. Il dit ça dans les années 20, dans The End of Laissez-faire, la fin du laissez-faire. Il l'avait déjà annoncé là. Donc Keynes dit oui, c'est ça la raison d'être, la mission de l'État, de procurer les services qui ne sont pas procurés par le marché. Et si vous y pensez, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le marché ne procure pas certains services? Parce qu'on a des ressources limitées, donc forcément on va affecter les ressources disponibles aux projets qui nous paraissent les plus importants. Donc si l'État maintenant il commence à prendre les ressources pour réaliser des choses qu'on n'aurait pas fait naturellement, ça veut dire que d'autres projets, d'autres activités, d'autres types de production qui normalement auraient eu lieu ne sont plus possibles maintenant parce que l'État monopolise ces ressources. Donc reste l'autre argument, on va aider les gens qui ne peuvent pas céder. Ça a l'air plus noble, mais il faut dire là aussi que essentiellement, on n'a pas besoin de l'État pour le faire. Donc jusqu'au XIXe siècle, notamment en Angleterre, en France aussi, il y avait toute une industrie de production de services d'assistance qui s'est organisée en particulier autour des églises, mais aussi il y avait des institutions philanthropiques, athéistes, etc., des loges, etc., ont créé ce type de service. Il y avait toute une industrie. Personne n'est mort de faim en France depuis après 1850, je crois. En Angleterre, même avant. Il y avait une assistance, un service d'assistance, etc. Mais évidemment, assistance à la manière privée. C'est-à-dire pas inconditionnelle, c'était taillé sur le cas et toujours de pair avec une exhortation de ceux qui est peut-être juste un peu paresseux. Voilà. Donc, qui avaient juste, voilà. On les aide tant qu'ils ont vraiment besoin. Il y a une jambe qui est cassée, etc. Et après, on les encourage quand même à reprendre leurs activités. L'État d'assistance ne poursuit pas le même agenda, il veut créer des dépendants. Donc il est heureux, en fait, si les gens sont preneurs de ces services de manière permanente, parce que ceci renforce son propre, lui fournit une justification, une raison d'être. Si les gens quittent l'assistance au bout d'un an, ils ont, pour ainsi dire, perdu un client. Ils disent non, vous restez là où vous êtes, il n'y a pas besoin de sortir, parce que si les gens ne prennent plus l'assistance, on n'a pas une justification pour taxer le reste de la population ou pour prendre des crédits, etc. Donc l'État poursuit cet agenda de manière, donc à la fois la guerre et l'assistance, de manière exagérée, et ceci ne peut manquer de refléter également sur la mentalité de la population. Une population où il y a constamment des guerres, comme aux États-Unis, il y a toujours une frénésie. Je ne sais pas si vous avez voyagé récemment aux États-Unis, vous avez regardé. Aujourd'hui, ça va, mais il y a 5 ans encore, et 10 ans en particulier, il y a toujours des écrans de télévision dans les aéroports, etc. Il y a chaque fois un reportage sur The New War, la nouvelle guerre. C'était même pas dit, alors dans quel pays? C'est quelle guerre? C'était la nouvelle guerre. C'était comme un soap opera, avec toujours le même caractère, le général, le président, etc. Le méchant terroriste de l'autre côté. C'est vraiment le théâtre pour les enfants. Mais c'était donc cette mentalité guerrière qui était encouragée et cultivée par les médias et par les publications, par les occupations en fait. Et en Europe, c'est la mentalité d'assistance que nous connaissons bien, qui nous désespère, libéraux. On va à quel point les gens deviennent dépendants, développent une mentalité d'assister, et parfois avec choc et horreur, on le constate dans nous-mêmes. Et ceci allait évidemment de pair avec un déclin
séculier des institutions traditionnelles qui ont occupé ces champs. Et ceci concerne en particulier la famille et l'Église. L'État qui procure toutes sortes de services, il s'occupe des malades, il procure des revenus en temps de difficultés, etc. Il crée des places de crèche, il y a l'éducation publique, etc. On n'a plus besoin de l'organisation de la famille telle qu'elle était, telle qu'elle a existé jusqu'au XIXe siècle. La famille était une forme, ou est toujours une forme d'organisation économique. La famille fonctionne. Il n'y a pas juste un modèle de la famille, mais voilà, il y a des variations. Mais grosso modo, en tout cas, d'un point de vue économique, c'est une organisation efficace qu'on trouve dans toutes les cultures, quasiment dans tous les temps. Ça marche, ça fonctionne. Donc les revenus couvrent en général les dépenses. L'État ne peut pas concourir. C'est même pas l'État. C'est très difficile pour n'importe quelle institution de courir avec la famille. Il y a toujours donc des entreprises qui cherchent à procurer des services, etc. Mais ça coûte quand même. Hein, vous voulez avoir des repas en famille, etc. Voilà, vous allez nous payer. Et si vous faites la facture, c'est quand même assez coûteux. Donc vous avez plus vite fait et mieux fait de faire la cuisine pour vous-même. Hein. On va s'occuper de vos enfants, mais évidemment, vous allez nous payer. Hein. On a des bons instituteurs, etc., qui sont bien éduqués, qui ont fait des études, ils sont des gentilles personnes, etc. Mais évidemment, puisque justement, ils sont des gentilles personnes, ils ont beaucoup de qualité, ils pourraient gagner des revenus très élevés ailleurs. Donc il faut leur payer un revenu similaire ici. Donc vous faites la facture à nouveau. Et finalement, vous arrivez à la conclusion, peut-être on va quand même s'occuper de nos enfants nous-mêmes. Voilà, c'est ça. L'État, en procurant tous ces services gratuitement, et en faisant un principe, en fait, sous-mine le fondement économique de la famille. La famille devient caduque, de quelque manière. Sauf si vous êtes un romantique social. C'est pas complètement comme ça, pas encore, mais on est encore sur cette voie-là. Même chose pour l'Église, pour des raisons similaires. Je n'ai plus de temps, donc il faut que je finisse, hein, c'est ça? Oui, oh. 1 minute. 1 minute, d'accord. Donc, puisque la famille et l'Église sont des institutions qui favorisent et renforcent la production des attitudes morales, parce que les attitudes morales elles-mêmes sont, au fond, elles ont une raison d'être économique. Il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la vertu, la frugalité, la vertu de l'honnêteté, etc. Bon, pour quelqu'un qui est croyant, c'est aussi, on le fait par révérence à Dieu. On cherche à être un être humain qui est bon, juste pour plaire à Dieu. Mais autrement, il y avait aussi une très forte incitation économique. Si vous êtes vraiment un salaud et vous montez tout le temps à vos voisins, etc., vous n'allez pas mener une vie économique très couronnée de succès, mettons la chose comme ça. Hein. Tout le monde va essayer de vous éviter. Vous n'êtes pas frugal, vous allez rester pauvre toute votre vie, etc. Donc, ces attitudes que nous appelons vertueuses sont justement les attitudes morales qui nous mènent vers le succès. Aussi, pas seulement le succès terrestre, pas seulement, mais aussi terrestre. L'État détruit tout ça, détruit la raison d'être de la morale traditionnelle. Hein, et donc, on a l'impression que tout est possible, on peut très bien s'arranger, très bien réussir, même si on fait n'importe quoi. Hein, et c'est correct. Voilà. Donc, il s'installe en plus un certain matérialisme pour les raisons qu'on avait déjà évoquées, donc financiarisation de la vie économique, il faut toujours veiller à l'épargne, il faut suivre ça de près. Hein, donc, on passe un temps fou à réfléchir sur l'investissement, etc. Et il y a un court-termisme général qui s'installe. Hein, donc là, on a encore un cas de figure classique, toujours les autorités publiques ou les politiciens qui disent « Ah oui, les marchés sont terribles, il y a la pensée court-termiste, etc. » Mais qui est l'institution la plus court-termiste qui court le pays? C'est l'État. Parce que l'État, déjà, il y a une orientation au cycle électoral, donc on pense en termes de 4 ans ou de 5 ans. Et puis, lorsque l'État a une difficulté financière, il commence à faire n'importe quoi. C'est vraiment comme un lion qui a eu la première balle, et pas au cœur.
Ils commencent à faire n'importe quoi. Ils sont en train maintenant de changer toutes les lois, toutes les acquis constitutionnels qu'on a donc développés au cours des siècles, hein, pour freiner la croissance de l'État, pour empêcher la montée d'une tyrannie. On est en train de les sauter, de les jeter par-dessus bord pour résoudre un problème financier. Hein, donc c'est le court-termisme en amok, hein, il faut le dire. Voilà. Et je crois que je n'ai toujours pas fait le tour complet. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'impact culturel de l'État, mais vous, voilà, vous avez l'idée générale. Donc l'État en général, mais surtout donc l'État basé sur l'inflation institutionnalisée et l'inflation décrétée est une machine de destruction économique et culturelle. Merci de votre attention.